Voilà. Ben, bonsoir à tout le monde. Voilà, merci pour votre présence. On est voilà, heureux de vous accueillir dans ce webinaire. Donc, où on va voilà, parler de solutions concrètes pour soutenir la scolarisation. Merci aussi pour toutes les questions que vous nous avez envoyées. Alors, il y en a vraiment beaucoup, donc ça nous donnera des idées pour de prochains webinaires. Donc ce soir, on va se concentrer voilà, pour vous apporter des solutions concrètes sur l'aide aux devoirs. Euh, et ça donnera aussi des idées, parce qu'on sait qu'il y a des enseignants ou des éducateurs aussi parmi vous. Ça donnera des idées aussi voilà, pour d'autres contextes. C'est tout à fait transférable. Donc ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez avoir accès au replay et puis on vous partagera aussi le support. Donc pendant l'intervention, là, ben, Raimé, Claire et Marjorie vont pouvoir suivre vos questions et puis on fera des petites pauses en fonction des différents thèmes abordés pour y répondre. Et puis voilà, après on vous donnera aussi des pistes pour aller plus loin en fin de webinaire. Est-ce que voilà, au niveau technique, c'est bon? J'oublie rien? C'est tout Alors, bon, Lynn. c'est tout bon. Alors, je vais partager le support. Donc, voilà. Donc, notre sujet de ce soir, mieux accompagner les enfants face aux défis scolaires et de vous proposer des stratégies concrètes. Alors, avant les stratégies concrètes, vous allez voir, je fais quand même un petit point sur les devoirs à la maison. Voilà, pour prendre un petit peu du recul sur la situation et en particulier aussi pour les enfants à besoins particuliers. Donc, en tout cas, les devoirs à la maison, ça peut être considéré de deux façons, quoi, comme une source supplémentaire d'apprentissage, mais aussi comme une source d'inégalité parce que tout le monde n'a pas le même soutien à la maison. Donc, c'est avec cette deuxième vision que l'école a choisi depuis un petit moment, vous voyez, d'interdire en fait les devoirs écrits à la maison. Et en fait, dans les faits, voilà, 55% des enseignants voilà, reconnaissent ne pas appliquer cette instruction, voilà, même si la plupart essayent de mettre des activités orales à faire. Donc, on va essayer de regarder un petit peu ça. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe en général? Donc, tout ce qui va être normalement écrit, vous voyez, c'est interdit et non recommandé, mais c'est quand même très fréquent et même il y a aussi des devoirs notés qui peuvent encore exister. Par contre, tout ce qui est leçons à apprendre, lecture, travail oral, apprentissage, mémorisation, tout ça, c'est recommandé et vous voyez très courant. Et puis après, il y a aussi des choses un peu plus floues avec du travail personnel à faire, des choses de recherche, d'exposé ou d'affiches aussi, voilà, qui peuvent être arrivées de temps en temps. En tout cas, il faut savoir que les parents vont s'impliquer énormément dans la scolarité de leurs enfants, pour la majorité d'entre eux. Voilà. Du coup, dans des études voilà, qui datent un petit peu, mais après, voilà, pareil, à la fin du PowerPoint, vous verrez, j'ai un article plus récent, mais on arrive sur les mêmes proportions que vous pourrez consulter, 75% des élèves sont aidés par au moins un de leurs parents. Mais deux tiers des parents offrent une aide qui parfois est inappropriée à l'enfant, ou ils vont présenter une autre méthode que celle de l'enseignante et ça peut mettre des tensions. Donc du coup, il y aura sûrement des pistes là à trouver et notamment peut-être que lors des réunions parents-prof, des réunions à l'école, voilà, peut-être que les enseignants voilà, donnent aussi des stratégies aux parents pour gérer les devoirs à la maison. Et il faut savoir aussi que 43% des parents ont eu recours au moins une fois à du soutien scolaire pour leurs enfants au cours de sa scolarité. Et on est un des pays où ce pourcentage fait partie des plus élevés, même avec les dispositifs d'aide qui se développent au sein de l'école. Donc après, pour les élèves en difficulté, voilà, donc les recherches vont nous montrer que les élèves à succès sont ceux dont les parents vont présenter un intérêt pour leur scolarité.
mais la réussite va dépendre fortement des compétences des parents, du temps qui leur est disponible, et puis aussi des ressources dont disposent les parents, c'est-à-dire des professionnels qui peuvent les soutenir et des outils voilà, qu'ils connaissent. Évidemment, voilà, les devoirs peuvent amplifier les écarts hein, entre les élèves aussi à un besoin particulier. Donc, en tout cas, l'idée de ce soir, c'est de vous partager des astuces pour ben, déjà permettre à toutes les personnes motivées voilà, de mettre en place des stratégies et pour les professionnels aussi qui sont là, de trouver, voilà, de savoir quelles stratégies ils peuvent mettre en œuvre pour les familles, hein, enfin, quels conseils ils peuvent leur donner pour l'aide aux devoirs. Voilà. Donc après, il faut savoir que ben, cette période des devoirs, évidemment, ça peut générer du stress, de la dépendance et des conflits, hein. Et les devoirs non adaptés transforment les parents en enseignants sans formation. C'est ça qui est compliqué. Alors du coup, je voudrais savoir, enfin voilà, avant juste cette petite phrase, que c'est une utopie aussi de croire qu'aucun parent n'aidera son enfant sur le plan scolaire hein, pour que l'égalité soit respectée. Donc plutôt que d'enlever, de se dire on met pas de devoir écrit, on met pas de devoir, on met pas de devoir, le mieux peut-être une autre piste, une autre façon de penser, c'est comment mieux soutenir les parents pour soutenir ces devoirs. Alors j'aimerais bien savoir parmi vous. Alors, c'est pour ça que j'enlève mon partage. Qui est professionnel, qui est parent, justement. Alors, je vous partage un premier petit sondage. Je le lance et je vous laisse répondre. Comme ça nous laissera un petit peu une petite idée de savoir qui est parent d'enfants à besoin particulier, qui est professionnel. Si vous êtes les deux, je vous laisse choisir parce que c'est vrai que j'ai oublié de mettre cette option. Alors, je vous laisse répondre. Vous avez dû recevoir le sondage. Alors, j'attends que ça se stabilise un petit peu. Voilà. Donc, on aurait 40% de parents, voilà, 38% de parents, 62% de professionnels. Voilà, ça bouge un petit peu. Donc, une proportion de 40-60%. Merci. Donc, c'est vrai qu'on a aussi pas mal de parents parmi nous ce soir. Et puis, des professionnels qui cherchent à les soutenir, c'est chouette. Merci pour vos réponses. Alors, donc du coup, ce qu'on va voir maintenant comme stratégie, c'est des stratégies pour favoriser un environnement serein. D'abord, en termes de communication sur la formulation, voilà, des consignes qu'on peut donner à un enfant. Voilà, au niveau de l'espace de travail qui est réservé à l'enfant à son domicile, mais on peut aussi s'en inspirer en classe, hein, et des routines mises en place. Ensuite, on verra comment soutenir la métacognition des enfants ou des élèves. Comment on peut favoriser aussi la mémorisation à long terme et comment on peut soutenir les apprentissages académiques à domicile dans la vie quotidienne et en développant des connaissances sur le cerveau à l'enfant. Voilà les stratégies qu'on souhaite vous partager ce soir. Alors, pour l'environnement serein, on va d'abord commencer en termes de communication. Alors, du coup, je vais reprendre juste avant qu'on démarre des petits sondages là-dessus. Et vous inviter à choisir entre différentes formulations. Alors, je vous en propose une première. Alors, je vous laisse répondre. Donc, la question est quelle formulation choisir? D'abord, tu fais tes devoirs et ensuite tu pourras jouer. Ou si tu ne fais pas tes devoirs, tu n'auras pas le droit d'aller jouer. Je vous laisse vous prononcer. Alors, normalement, je pense que vous avez bien accès, hein? Non, vous C'est n'avez pas? parti, Lydie. Ouais. Non, Tu vous peux le l'avez. relancer, je pense. Parce que là, j'ai partagé les résultats. Alors, attendez, je vais refaire. Hop, ça. Je reviens. Oui, parce qu'il me met terminé. Alors, je vais voir. Hop, il y a eu un petit bug. Alors, est-ce que je peux le relancer? Oui, relancer le sondage. C'est parti. Eh bien, voilà, 100% pour l'instant. Voilà, tout le monde me choisit la première réponse. C'est top, ça. Bras. Ouais, ouais. Voilà, bah, du coup, vous avez choisi oui, la bonne formulation. On va en refaire un deuxième.
Oups. Alors, le deuxième cas. Voilà, alors après, c'est pareil, hein, on connaît bien, voilà, si vous avez bien répondu, après, c'est aussi bien s'auto-surveiller, on va dire, dans la vie quotidienne, hein, pour faire attention à bien utiliser les bonnes formules, hein, qui vont favoriser les bonnes relations. Alors, on fait une deuxième situation, je lance. Et là, est-ce que vous pouvez répondre ou il y a encore un problème de lancement? Ça marche, Raimé? Oui, c'est bon. Donc, voilà, donc là, il y a un peu de choix entre les deux premières. Donc voilà, mais la majorité a choisi. Donc, les affaires de chacun ne sont pas rangées. J'aimerais que ce soit bien rangé chez nous. Voilà, c'est une formulation qui marchera mieux que la première, qui voilà, a tendance à porter une accusation ou à chercher un coupable. Donc, du coup, l'autre formulation, hein, est meilleure, quitte à impliquer après, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider? Mais au moins, on a exprimé un besoin. Alors, je mets fin à ce sondage et puis on va continuer avec encore deux autres petites questions de ce type-là. Alors, voilà, oui, c'est ça. J'en ai encore trois autres à vous proposer et puis après, on fera le résumé. Est-ce que là, c'est parti pour vous? Oui, c'est bon. Donc voilà, il y a des... Voilà, donc là tout le monde a répondu. Donc quelques personnes ont sélectionné va faire tes devoirs et d'autres comment penses-tu t'organiser pour tes devoirs ce soir? Voilà, de laisser des choix à un enfant ou un élève, hein, permet qu'il s'implique davantage dans la tâche et en même temps, voilà, ça peut favoriser son autonomie, sa capacité à décider plus tard, ce qu'on appelle l'autodétermination. Donc on préférera la deuxième formulation, hein, comment penses-tu t'organiser pour tes devoirs ce soir? Voilà. De proposer des choix ou alors ben, si vous voulez être un peu plus directif, est-ce que tu veux commencer par tel exercice ou tel autre? Ou alors lui proposer, est-ce que tu veux t'asseoir à droite, à gauche? Est-ce que tu veux utiliser un crayon bleu, un crayon noir? Mais voilà, c'est une bonne stratégie de commencer par un choix. Alors on appelle ça des choix optimisés, hein, à nous de formuler nos choix de la bonne façon pour les impliquer davantage. Alors, on continue. J'ai dit qu'il y avait encore, voilà, deux autres situations. Alors, voilà, quelle formulation choisir? Ne crie pas ou parle doucement. Donc, je vous laisse tous répondre. Voilà. Donc, voilà, la majorité a choisi parle doucement. Quelques réponses sur, voilà, ne crie pas. Il vaudra mieux, voilà, une formule affirmative. Voilà, surtout pour des enfants qui ont notamment des troubles du développement du langage et qui ne captent pas forcément tous les mots. Voilà, qui vont pas entendre le ne ou le pas, hein. Donc du coup, et puis après aussi, quand on donne un interdit, certains enfants ont du mal, surtout quand il y a un trouble du développement des compétences sociales, à identifier parfois le comportement attendu, hein. Donc, ne pas hésiter plutôt à formuler de façon affirmative ce qui est attendu. Merci en tout cas pour votre participation. Alors, nous en reste deux. Ah non, ça c'était bon, c'était fait. Ah oui, donc c'est bon, celle-là je l'ai faite. Et non, il ne nous en reste plus qu'une. Alors, je lance la dernière proposition. Donc, cette fois-ci, quelle formule choisir? Je me sens fatiguée, j'ai besoin d'une pause ou tu es insupportable, laisse-moi tranquille. Voilà, vous avez tous répondu et choisi la première formule, c'est je me sens fatiguée, j'ai besoin d'une pause. Oui, on est sur les stratégies aussi de la communication non violente, hein. Parler de soi. Voilà, et ben, c'est super. Et donc après, comme je dis, hein, voilà, c'est toute la difficulté, c'est de le faire au quotidien. Moi, j'avoue, hein, je me trouve encore parfois à m'entendre faire de mauvaises formulations et je suis là, oh, catastrophe. Mais voilà, au fur et à mesure des années, ça se corrige. Mais voilà, un point de vigilance là-dessus, ça apporte vraiment du mieux-être, hein, dans la relation.
Alors, vous allez voir que tout ça, on va le retrouver dans le support. Et donc, je le repartage avec vous. Donc ça, on a donné nos avis hein, sur toutes ces petites phrases. Donc voilà, à chaque fois, on a la formulation rouge hein, qu'il faut éviter. Donc tout ce qu'on appelle, là, si tu ne fais pas tes devoirs tout de suite, tu n'auras pas droit aux jeux vidéo, hein, qu'on va reformuler. D'abord, tu fais tes devoirs et ensuite, tu pourras jouer aux jeux vidéo. Ou quand tu as fait tes devoirs en 15, si tu fais, quand tu fais tes devoirs en 15 minutes, il te reste beaucoup de temps pour jouer. C'est les meilleures formulations. On appelle ça aussi de façon scientifique le principe de Prémark ou la loi de la grand-mère. Un autre point de vigilance quand on utilise donc les phrases en verte, c'est à faire avant que l'enfant commence à travailler hein, et avant qu'il ait commencé à émettre des signes de résistance au travail. Voilà. Donc il faut le faire parce qu'autrement, voilà, c'est pas les signes de résistance et qu'il y a une promesse qui arrive derrière, c'est pas top. Donc c'est vraiment aussi une histoire de timing. Donc hein, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est faire ses promesses à l'enfant quand il a un comportement calme et adapté. Donc le timing est vraiment important. Donc voilà, ça c'est pour s'entraîner, hein. D'abord tu lis, ensuite tu as le droit de jouer avec ta tablette. Tu manges ton repas, ensuite tu peux manger ton dessert. Voilà, d'abord on parle et puis ensuite on peut jouer. D'abord tu t'habilles, après tu peux aller dehors. D'abord tu fais tes devoirs, ensuite tu peux aller jouer à la balançoire. Voilà, des exemples. Alors, au niveau de la comparaison, donc voilà, on va éviter la recherche du coupable en reformulant les phrases plutôt dans une description de ce qui est souhaité. Voilà. Surtout que quand on demande qui a fait la bêtise, souvent c'est jamais eux, c'est toujours l'autre. Donc, on rentre dans des débats infinis et ben, d'exprimer ce que l'on souhaite. Et puis, si on a des belles relations hein, avec nos enfants, voilà, en général, ils ont envie de nous faire plaisir. Et du coup, ils vont peut-être tenir compte aussi de ce qui est exprimé. Voilà. Et puis après aussi, voilà, s'il y a plus de débats, on peut choisir avec eux hein, ce qu'on aimerait voir, entendre, ressentir dans une belle maison, dans une belle classe, et choisir les règles là qui sont les règles en les formulant de la même façon que sur la formule en vert, là. Donc, au niveau de la coopération aussi, hein, pareil, transformer les ordres en questions, comme on a donné différentes propositions hein, tout à l'heure. Mais voilà, si c'est pas comment tu veux t'organiser, on peut proposer des choix dans l'organisation aussi pour impliquer un enfant à faire ses devoirs à la maison ou à travailler davantage à l'école aussi. Donc après, les consignes, hein, il faudra faire attention aussi quand il y a un trouble du développement du langage, d'adapter au niveau de l'enfant et de la situation. Si l'enfant voilà, utilise un moyen de communication alternatif et amélioré, ben aussi de s'en saisir pour donner les consignes à l'enfant, hein, puisqu'ils ont besoin d'être exposés à de la modélisation, c'est-à-dire que les adultes utilisent aussi un langage par image ou un langage des signes pour pouvoir s'en saisir. Donc les consignes claires, donc quand on dit des consignes claires, c'est par rapport aux exemples qu'on a vus, c'est plutôt formulé de façon affirmative aussi, hein, et avec un vocabulaire simple précise. Voilà, sur ce qui est attendu, c'est par exemple aussi va ranger ta chambre, c'est pas forcément précis. Voilà. Va ranger tes affaires quand tu as fini tes devoirs, ben, c'est peut-être dire voilà, qu'on veut que les affaires soient rangées dans le cartable, que d'une certaine façon, ça on y reviendra en termes d'organisation tout à l'heure. Et puis on a dit voilà, on va leur apprendre aussi à communiquer de façon non violente et donc d'utiliser les stratégies de la communication non violente en parlant de notre état, de notre besoin et à la rigueur, voilà, on peut aussi formuler une demande si après, hein, voilà. Donc c'est ce que je ressens, ce qu'on a besoin et voilà, peut-être que de leur dire ben voilà, laisse-moi 5 minutes de pause et après je reviens vers toi. Donc après, voilà, donc ce qui est important aussi, c'est au niveau de, voilà, de la régulation émotionnelle, hein, quand l'enfant fait part de son ressenti, c'est qu'on puisse le valider. La base, hein, au niveau des émotions, c'est que les émotions sont des réflexes. Donc voilà, on peut tous être en colère, on peut tous être joyeux. Ce qui est important, c'est de savoir comment on va ensuite réguler cette émotion et il ne faut pas hésiter à soutenir avec empathie voilà, l'élève ou l'enfant, et en tout cas, va bien valider commencer par bien valider son ressenti. Voilà.
pour demander aussi s'il est capable de s'exprimer, hein, quel est son besoin ou comment on peut le soulager ou être utile. Donc, pour préserver l'estime aussi de soi, hein, de bien valoriser les efforts, les réussites et le comportement adapté. Ne pas focaliser sur le résultat, mais hein, plutôt tout le processus qui mène au résultat. Alors après aussi ça, oups, pardon, je vais vite, j'espère que vous n'avez pas eu le temps de trop lire. Je vais vous poser une petite question à ce niveau-là. Alors, je reviens avec mes petites quiz. Donc, sur l'utilisation du prénom. Donc, je lance un petit quiz sur l'utilisation du prénom. Et normalement, là, vous y avez accès. Donc, appelez l'enfant par son prénom en priorité quand il ne suit pas une consigne, qu'il n'obéit pas, ou quand il fait un effort, ou pour lui faire une belle surprise. Donc, vous êtes 100% à répondre. Ah non, ça vient, il y a les deux. Voilà. Donc, il y a des deux. Voilà. La majorité d'entre vous choisissent que c'est, voilà, quand l'enfant fait des efforts, ah, ça va s'équilibrer. Bon, voilà, on va dire que deux tiers d'entre vous pensent que c'est quand il fait des efforts ou pour faire une belle surprise. Et on va dire, non, on est arrivé, voilà, un tiers d'entre vous serait sur, voilà, quand il ne suit pas une consigne qui n'obéit pas. Alors, on va mettre fin au sondage et puis on va revenir. Donc, le prénom peut s'utiliser dans les deux cas, hein, mais il va être important d'utiliser le prénom de l'enfant 80% des cas pour le valoriser ou pour lui proposer des belles surprises. Voilà. Pas parce qu'après, ce qui se passe en général, c'est surtout quand il y a un étage dans la maison où l'enfant doit faire un effort pour se déplacer. Et à chaque fois qu'on l'appelle parce qu'il n'a pas fini ses devoirs, parce qu'il n'a pas rangé quelque chose, à chaque fois, il sait qu'on va l'appeler pour un effort. Voilà. Alors que si, dans 80% des cas, on l'appelle, voilà, parce que on lui demande, bah, tiens, quel dessert tu veux faire? On lui a fait, tiens, regarde, en dessert, je t'ai fait ton gâteau préféré. Viens, j'ai juste envie de te faire un câlin. Voilà, ça sera mieux. Pareil, pour les enseignants qui sont là, hein, euh, voilà, c'est bien référencé dans la littérature scientifique depuis les années 70. Je crois que le premier article que j'avais lu là-dessus, c'était Bloom qui notait ça. En général, si on s'observe faire, hein, ou quand on observe voilà, un adulte dans un groupe d'enfants, on a tendance à appeler l'enfant quand il fait une bêtise. Voilà, Arthur, rassis-toi. Arrête de courir. Voilà, le prénom, il vient très vite quand on veut interpeller un enfant qui fait quelque chose de travers. Et là, l'effort à faire, hein, moi en tout cas, j'ai eu cet effort à faire en tant qu'enseignante, c'est d'appeler les enfants quand ils font bien. Voilà. Donc vraiment, voilà, de se dire, super Arthur, comme tu es bien assis. Voilà. Et ça, voilà, les études hein, nous montrent que ça change les choses et puis on voit dans les classes là qu'on supervise, quand ça s'est mis en place, hein, les enseignantes nous témoignent vraiment que ça change la donne. Alors ensuite aussi éviter les comparaisons. Hein, du coup, éviter de comparer l'enfant à un autre. Voilà, éviter aussi les comparaisons, ça peut aussi venir dans l'idée de se dire, oui, mais j'ai déjà donné X à ton frère, donc je te donne X aussi. Ça amène les enfants à se comparer entre eux. Ce qui est important, c'est d'apporter à chaque enfant ce dont il a besoin. Et ensuite, si jamais vous utilisez des comparaisons, c'est que l'enfant apprenne à se comparer par rapport à lui-même. Donc plutôt là, tu en étais là hier, aujourd'hui tu en es là et de montrer que ça avance et que ça progresse. Donc, valider les ressentis de l'enfant, ça on l'a déjà dit aussi, hein, c'est-à-dire s'il a une émotion, ne lui dis pas ne sois pas en colère. C'est pas quelque chose qu'on commande. Par contre, voilà, je vois que tu es en colère, qu'est-ce qu'on peut faire, comment je peux t'aider? Inviter l'enfant à s'auto-évaluer. Alors ça, par exemple, voilà, je peux reprendre des phrases classiques dans la pédagogie Montessori. Si un enfant, ça va même jusque-là, je vous donne cet exemple, vient vous dire, voilà, est-ce que mon dessin, il est joli? C'est très intéressant plutôt que de lui faire un commentaire sur son dessin, de lui demander, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Parce que souvent, c'est vrai qu'on aura tendance à dire, oui, super, c'est joli. Voilà. Il vient nous montrer quelque chose, il a fait des efforts, il cherche notre attention. Mais c'est aussi intéressant de lui apprendre à s'auto-évaluer, de lui demander, voilà, ce qu'il en pense. Et parfois d'éviter de faire un commentaire, même si, voilà, que ce soit positif ou négatif, hein. Mais ce qui est important, c'est qu'il apprenne à être content de lui-même tout seul.
Donc, favoriser la participation de chacun aussi dans la vie quotidienne, ça, vous verrez. Tout à l'heure, je vous donnerai je vous partagerai un petit questionnaire hein, qui vient d'un livre sur le parenting positive, des parents positifs, pour évaluer un peu, voilà, comment ça peut se passer à la maison. Et en tout cas, les devoirs se passent mieux quand chacun aussi a des missions à faire à la maison pour mettre la table, pour débarrasser la table, pour balayer. Voilà, ça fait aussi que les devoirs se passent mieux. Donc chacun a des rôles particuliers à la maison. Et demander leur avis aussi, voilà, sur les choix des films. Comme on a dit, hein, on propose des choix pour les devoirs, mais voilà, ça va favoriser ce qu'on appelle dans le jargon autodétermination, hein, cette capacité à avoir des projets dans leur vie et à les réaliser. D'ailleurs, à propos de voilà, demander leur avis et pour l'autodétermination, si vous recherchez des informations là-dessus, peut-être Marjorie ou Raimé ou Claire, vous pouvez partager des liens de nos ressources gratuites qui sont sur le site Epsilon à l'école, hein. Et il y a notamment une grille pour s'auto-évaluer en tant que parent ou professionnel pour savoir si on favorise l'autodétermination voilà, des élèves ou des enfants. Et Marjorie qui est présente ici, tu en es servi aussi pour des adultes et ça marchait, hein. Alors, je continue. Au niveau du mieux-être, il faut aussi connaître nos limites, hein, ne pas se punir soi-même. Voilà, voilà. Si par exemple on se dit, bah là, non, ça n'a pas été, on n'ira pas à la piscine alors qu'on adore tous aller à la piscine dans la famille, tout le monde est puni. Donc, il faut essayer de réfléchir à ce qu'on peut dire. Prendre soin de soi, et ça, on sait que voilà, Marjorie pourra vous en parler, hein, les burn-out des parents qui ont des enfants à besoins particuliers, c'est quand même assez fréquent. Tu en parles aussi dans ta formation, hein, Marjorie, en guidance parentale. Et voilà, donner des stratégies aux parents pour prendre soin d'eux aussi, c'est important. Voilà, si on a qui ont des questions là-dessus, ben, on verra si Marjorie, tu as le temps d'y répondre. Et en cas d'émotion forte, apprendre à retrouver son calme avant de poursuivre. Pour nous aussi, hein, en tant qu'adultes, on veut l'apprendre aux enfants, mais pour nous aussi, c'est important. Et on n'a pas eu, enfin en tout cas, moi, j'ai pas eu cette chance hein, qu'on m'enseigne ça quand j'étais jeune. Et je l'ai, on va dire, beaucoup appris en tant que maman au départ, parce qu'avant d'être une professionnelle dans les troubles neurodéveloppementaux, hein, je suis aussi une maman et mon fils m'a beaucoup appris à ce niveau-là. Voilà. Et puis après ça, cette citation justement de The Power of Positive Parenting, là, du livre que je vais vous le citer plusieurs fois, je trouve vraiment très joli. C'est 4 câlins par jour pour survivre, 8 câlins par jour pour rester en forme et 12 câlins par jour pour bien grandir. Voilà. Et là, je pense qu'on peut encore tous se souvenir des difficultés qu'on a pu avoir pendant le Covid, à être enfermés chez nous, coupés de liens sociaux et les personnes qui étaient seules. Donc voilà, les petits câlins et parce que au-delà de toute la technique qu'on va vous apporter, c'est vrai que l'amour qu'on porte à ses enfants, à ses élèves, hein, c'est pour nous la base. Et puis au niveau de la fratrie aussi, voilà, apporter à chacun ce dont il a besoin et pas forcément la même chose. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait d'éviter la comparaison entre les enfants. C'est pas voilà voilà, c'est que chacun a ses besoins particuliers, c'est de les mettre en avant. Éviter les comparaisons, toujours aussi. Apprendre aux enfants à s'exprimer avec la communication non violente, comme on a dit, hein, être un médiateur et non un arbitre entre eux. Et classer avec chaque enfant aussi ce qu'il souhaite partager et ce qu'il souhaite conserver pour lui, hein, pour que voilà, chaque enfant a le droit d'avoir son petit jardin secret, ses petits jouets qu'il n'a pas forcément envie de partager. Ça apprend à poser ses limites. Et dans ce cas-là, il peut avoir une petite boîte, un petit espace à la maison où c'est pour lui, pour ses affaires, et puis le reste est partagé. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des questions, voilà, sur au niveau de la communication? Juste, voilà, Raimé, Claire ou Marjorie, vous avez repéré ou je poursuis encore un petit peu? Je peux poursuivre, Lydie, on a répondu les questions au fur et à mesure. D'accord, super, Après, merci. n'hésitez pas, si les personnes qui ont des questions, vous pouvez les écrire dans les chats et puis on les communiquera à Lydie. Merci, voilà. Puis de toute façon, autrement, à la fin, on aura un temps d'échange, voilà. Donc, au niveau du cadre éducatif. Alors, donc du coup, voilà, valider l'aménagement de l'environnement. Donc là aussi, voilà, dans les enfants à besoins particuliers, beaucoup présentent quand même des troubles sensoriels, hein.
ou des troubles aussi moteurs, on va dire besoin de bouger ou au contraire d'être contenu. Donc la façon dont on va aménager l'environnement va être importante. On va avoir des exemples. Pareil, les routines, voilà, ça peut paraître ennuyeux pour certains, mais plus elles sont fixées, mieux c'est. Voilà, qu'elles soient bien identifiables, stables, simples. Moi, je me rappelle en tant que de vécu de maman, voilà, quand je soutenais mon fils, voilà, qui présentait de l'autisme et il en présente toujours, hein. Mais quand il était petit, voilà, j'avais bien des routines sur le temps scolaire. Parfois, je me disais, ah, c'est les vacances, je relâche. Et en fait, ma vie était devenait plus un enfer, hein, quand je lâchais mes routines. C'est vrai que le cadre aide beaucoup et de garder un cadre, même pendant les vacances, c'est exigeant. Mais voilà, ça simplifie les choses. Et en même temps, l'environnement, voilà, doit être riche en activités possibles, intéressantes et adaptées à l'âge de l'enfant, sans non plus que l'enfant, on va dire, ait tout ce qu'il demande. Parce que c'est important d'avoir des envies dans la vie, hein. Voilà, un an, mais par exemple aussi qu'il ait d'autres activités qu'une tablette. Voilà, et qu'on participe aussi, qu'on joue avec lui à des jeux de société, ou alors des jeux moteurs, voilà, pour l'amener à découvrir tout ça. Et toujours, alors je sais qu'il y avait des questions sur les temps d'écran, c'est pas voilà, le sujet qu'on va forcément développer ce soir, mais déjà c'est un temps limité. Et puis si on doit justifier ça à l'enfant, vous verrez, on en reparlera tout à l'heure aussi, moi je justifie toujours protection du cerveau, hein. Pour avoir un corps en bonne santé, on mange correctement. Et voilà, pour avoir un cerveau qui se développe bien, pas trop d'écran. Voilà. Et je sais qu'il peut avoir aussi des soucis au niveau alimentation. Et là, voilà, Marjorie qui est présente, hein, voilà, où ça, c'est des choses qu'on peut approfondir, par exemple dans la certification qu'on a développée, qui est reconnue par France Compétences, hein, donc qui est accessible via le CPF, qui est préparé, voilà, le jeune enfant avec TND à rentrer à l'école. Voilà, on peut travailler voilà, sur toutes ces routines et l'alimentation en profondeur. Des limites temporelles, hein, sont posées aussi pour commencer les devoirs, pour être prêt, pour jouer au vélo. Vous savez, à l'école, ils ont un planning. C'est intéressant d'avoir un planning à la maison aussi quand on a un enfant avec un trouble neurodéveloppemental. Donc ça, c'est au niveau sensoriel. Voilà, il y a plusieurs pistes, hein. Après, on peut approfondir aussi avec des évaluations sensorielles, en travaillant avec des ergothérapeutes qui sont souvent bien au point là-dessus. Puis il y a de plus en plus aussi d'enseignants qui connaissent tout ça. Voilà, il y a des kits qui circulent dans certaines régions qui sont offerts aux écoles. Donc là, dans les exemples sur cette vidéo, on peut voir un coussin dynamique ici, hein, c'est-à-dire que l'élève va s'asseoir dessus et ça bouge un petit peu. Autrement, ils peuvent s'asseoir aussi sur des ballons suisses ou alors vous avez vu aussi les petits tabourets à bascule. Alors au contraire, voilà, s'il a besoin d'être contenu, là j'ai pas mis, mais ça serait plutôt une chaise avec des accoudoirs. Là, c'est si à nouveau, s'il a besoin de bouger, ben, il peut avoir aussi des petites bascules au niveau de ses pieds ou des élastiques. S'il a besoin d'être un petit peu isolé, un paravent de table. Voilà, tout ça, ce sont des possibles. Et ça peut inspirer aussi une installation d'un coin de travail à la maison. Voilà. Il y a des enfants aussi qui préfèrent peut-être travailler debout. Et maintenant, il y a des bureaux, hein, pour lesquels on peut voilà, monter assez haut et l'enfant peut travailler voilà, debout. Donc ça, c'est de savoir si l'enfant, voilà. Et après, ce qu'on va évaluer, parfois, il y a des enfants, quand ils bougent, hein, qui sont plus concentrés et qui travaillent mieux. Donc ça, c'est à observer. Pareil, si les enfants présentent des stéréotypies, il faudra voir si ces stéréotypies les aident plutôt à retrouver un état calme et être plus concentrés, ou au contraire, si elles sont envahissantes et qu'elles les empêchent de travailler. Et en fonction, on ajuste. Et après, voilà, si les stéréotypies sont stigmatisantes d'un point de vue social, et ben là, on en échange avec la famille, voire avec l'élève ou l'enfant concerné, hein, si on peut en échanger, et on choisit en fonction. Alors ça, c'était pour voilà, l'organisation du cadre à la maison. Donc je vais passer aux fonctions exécutives, voilà, qui peuvent expliquer un petit peu comment se développe la enfin, qui sont les bases pour développer une pensée structurée, hein, et pour apprendre. Donc, pour les traduire rapidement, on va voir des exemples, hein, de ces 6 fonctions exécutives de base ici. Alors, on les regarde ici. Donc, l'inhibition, c'est freiner une impulsion, se concentrer, relire, hein. Donc, c'est attendre avant de répondre, relire la consigne.
c'est voilà, empêcher des automatismes. Donc, par exemple, si je prends un exemple en français, on peut avoir appris la règle après les, je mets un S. Et si je vous donne, si je fais deux phrases, il y a des pommes dans l'arbre, je les cueille. Voilà. Eh bien, il y a des enfants qui, après, ben, du coup, après les, on met un S. Donc, après cueille, pour cueille, ils vont mettre un S. Or, cueillir, là, est un verbe, hein, et il ne prendra pas de S. Donc, il faudra, voilà, que l'enfant apprenne que cette règle dont on met un S après les, elle est valable pour les noms et pas pour les verbes. Donc là, il va falloir qu'il mette en route l'inhibition, c'est-à-dire un petit frein dans le cerveau qui permet de freiner, de mettre en route une réflexion pour pouvoir trouver la bonne réponse. On sait que dans le TDAH, hein, c'est compliqué, puisque maintenant ils ont identifié une petite aire dans le cerveau qui s'appelle l'insula, hein, qui s'active quand le cerveau doit freiner. Et ça, c'est quelque chose qui est perturbé pour les enfants qui ont un trouble de l'attention. Donc, il faudra, voilà, on pourra avoir des stratégies visuelles aussi, hein, ou tout simplement un stop, écoute, vas-y, hein, des petits signes gestuels aussi, ou des supports visuels pour les aider. Donc ensuite, la flexibilité cognitive, hein, c'est changer de stratégie quand ça ne marche pas. Donc accepter une correction, adapter sa réponse, voilà. C'est vrai qu'on pourra faire un webinaire après un jour sur les erreurs et comment on les corrige. Voilà, entre des enfants en grande difficulté et les autres, hein, et puis de voir aussi toute la richesse qu'il y a derrière faire des erreurs. Voilà. Même si c'est un problème pour des enfants en grande difficulté au départ et qu'on les évite pour ceux qui sont les plus en difficulté. Voilà. La mémoire de travail, c'est garder et manipuler une information courte, hein. Si par exemple on nous donne un code, voilà, on peut se le répéter et voilà et pouvoir le retenir un petit temps. Donc évidemment, pour suivre plusieurs consignes, pour comprendre un texte, pour faire un petit problème de maths, il faut pouvoir retenir plusieurs informations pour pouvoir travailler. Et puis là, pareil, si on a un déficit en mémoire de travail, hein, on peut développer des stratégies pour compenser ça de mémorisation à court terme. Donc la régulation émotionnelle, on a déjà un petit peu parlé, identifier, comprendre et calmer ses émotions, hein, c'est ben là, gérer sa frustration en cas d'erreur. Voilà, donc ça, souvent au départ, ils auront besoin de soutien. L'activation, c'est se mettre à la tâche, hein, commencer, par exemple, son travail dès qu'on sort les affaires du cartable, hein. Il y a des élèves voilà, qui vont mettre beaucoup de temps à se mettre en route. Et ensuite, eh ben, voilà, les fonctions plus avancées, c'est l'organisation, la planification, c'est préparer, ordonner ce que l'on va faire, organiser son matériel, son temps de travail. On va prendre là ce soir des exemples dans cette dernière catégorie au niveau de l'organisation du travail. Donc, organiser son travail scolaire, hein, ça mobilise l'organisation, l'attention sélective, la mémoire de travail. Donc, on va pouvoir utiliser des couleurs. Donc, alors là, ce qui va être recommandé, hein, c'est vraiment la couleur, c'est soutenant. Voilà. Ça peut, parce que ça va aider voilà, à mémoriser, à identifier à repérer les éléments importants, hein. Alors, par contre, il faudra avoir un code couleur stable. Voilà. Donc, si par exemple, là, je mets titre, sous-titre, définition, mots-clés, quand on fait les exercices, ce qui est incertain et certain, ça serait bien que le code couleur, il soit fixe pour l'enfant, d'année en année, qu'il soit fixe aussi entre ce qui est utilisé à l'école et à la maison. Mais vraiment, voilà, si on peut penser, voilà, à un code couleur, c'est vraiment, voilà, chouette. Donc, par exemple, quand ce qui est certain, incertain, on pourrait écrire aussi quand c'est incertain, j'écris au crayon à papier. Quand c'est certain, j'écris au stylo. Voilà. Après, des fois, on a les titres en rouge, les sous-titres en vert. Voilà, les définitions qui peuvent être aussi en rouge, mais encadrées. Les mots-clés soulignés. Voilà. Et voilà, donc de penser à choisir une stratégie et de vérifier que c'est cohérent entre les différents lieux de vie de l'enfant. Donc ça peut s'étendre aussi une couleur par matière. Donc par exemple en mettant, voilà, s'il a un classeur ou un cahier pour en maths, on va dire, on le met en rouge et s'il y a le livre de maths, on le recouvre de rouge.
Et si ensuite vous utilisez un trieur de cartable, donc là, ça se vend, hein, ça se met dans un sac à dos chez Topkai. Voilà, je cite la marque, mais bon, à voir s'il y en a d'autres, j'en connais pas. Mais si dans le chat vous connaissez d'autres marques de trieur de cartable, n'hésitez pas à partager. Donc ça se met dans un cartable ou dans un sac à dos. Et si par exemple on avait choisi les rouges pour le mat, eh ben, on mettrait dans la partie rouge ici. Ça veut dire aussi que si on fait l'emploi du temps de l'enfant, eh bien, son emploi du temps à l'école, on va mettre du rouge dessus, mais il peut aussi avoir un emploi du temps pour organiser ses devoirs à la maison et les soirs où on travaille le mat, on peut mettre du rouge aussi. Donc, si après il y a une clé USB, eh bien, on peut en faire une par matière aussi. S'il a des dossiers sur un ordi, on met aussi la même couleur. Si ensuite il a des casiers au tiroir à la maison, la même couleur à nouveau. S'il fait des fiches de mémorisation, de la même couleur. Et puis vous verrez tout à l'heure qu'on travaillera sur la mémorisation. Si on utilise des fiches de révision avec ce qu'on peut appeler un carnet de réactivation ou une boîte de Leitner, on expliquera tout à l'heure pour ceux qui ne connaissent pas. Toujours aussi la même couleur. Donc vraiment, voilà, réfléchir à vos choix de couleurs. Si l'enfant il a comme ça un code couleur bien identifié, pensez aussi à le noter dans le Jevasco. Ou après, pour certains, dans le projet personnalisé de scolarisation, le PPS, pour que ça puisse être suivi d'année en année. Voilà. Après, on peut utiliser des cartes mentales aussi, voilà, pour soutenir l'organisation des connaissances, là plutôt. Parce que souvent, voilà, voilà, on pouvait penser fiche, mais ces cartes mentales marchent très bien, hein. Donc là, par exemple, c'est une carte mentale sur le nom que j'ai trouvée voilà, sur Internet. Par contre, je me rends compte que j'ai oublié de mettre la source, pardon. Voilà. Donc, et puis on met un petit peu voilà toutes les informations à recueillir. C'est mieux si elle est construite par l'élève ou qu'on la construit avec l'élève, hein, pour vraiment qu'il mémorise. C'est un exercice qui favorisera sa mémorisation et qui lui permet aussi d'organiser ses idées. Voilà, l'idée, c'est de les organiser les idées hein, sur voilà, une feuille. Donc voilà, ça c'était pour voilà, cette partie organisation. Donc si on poursuit sur la routine des devoirs, donc comme on a dit, hein, ce qui va être important, c'est trouver le bon endroit et l'aménager. Voilà, on a vu des idées. Identifier les bons moments aussi, donc de penser le planning de l'enfant, pas seulement à l'école, mais aussi dans ses temps à la maison ou dans ses différents lieux de vie. Voilà, consulter l'agenda de l'élève ou son cartable ou Pronote, hein, si voilà, il n'y a plus d'agenda numérique pour bien prendre les informations. Voilà, c'est là aussi que, voilà, je sais que Maria Montessori, elle formait beaucoup les parents, si on lit dans ses écrits. Et aujourd'hui, on a beaucoup de réunions parents-prof. Voilà, nous, c'est vrai qu'on fait des formations en soutien scolaire spécifique. On a des parents qui participent, hein, et je trouverais ça très chouette que ça se développe. Voilà, s'il y a déjà eu des projets comme ça, hein, l'éducation nationale, voilà, de soutien pour développer les compétences des parents à faire des devoirs. Et je trouve ça, en tout cas, très pertinent. Donc, établir un plan de travail. Prévoir le soutien nécessaire, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'en tant que parent, on ne peut pas faire la cuisine en même temps qu'on aide aux devoirs. Et souvent, des fois, on a des agendas plutôt où on est débordé, hein, c'est-à-dire des fois, si je repense au Covid, le temps s'était ralenti, mais je trouve que là, il a repris un rythme dense, en tout cas pour moi personnellement. Mais en tout cas, voilà, il faut être dans les bonnes conditions. Voilà, pour faire les devoirs aussi. Et ça, c'est pas simple. Et du coup, pour les parents, de trouver peut-être un temps à un moment donné pour se poser, soit seul, hein, en couple, ou voilà, avec un professionnel pour se dire, voilà, j'ai tant de choses à faire à la maison aussi pour que ça tourne à la maison. Mais dans toutes ces choses-là, il y a les devoirs à faire et il faut être disponible. Et je sais que c'est pas simple, donc d'avoir une réflexion là-dessus, c'est intéressant. Donc, comme on a dit, être disponible. Voilà, surveiller le temps nécessaire, hein, ni pas assez, ni trop peu. Après, on pourra parler aussi on va voir au niveau du séquençage des devoirs. Parce qu'on sait que, par exemple, si on a un TDAH, il vaut mieux travailler peu mais rapidement. C'est-à-dire pas trop longtemps, mais que ce soit dynamique. Et ensuite faire des bonnes pauses. Voilà, des fois, c'est les devoirs, la somme des devoirs sera infaisable pour un enfant à besoin particulier. Et là, ça sera nécessaire peut-être de demander d'avoir une réunion spécifique. Alors, je sais qu'il y avait des questions aussi sur comment communiquer avec l'école. C'est bien quand on demande une réunion à l'école aussi d'avoir un ordre du jour. Et cet ordre du jour peut porter, ben, voilà, sur la quantité de devoirs que l'enfant peut faire,
sur le rythme et d'avoir un soutien des enseignants pour choisir l'essentiel, voilà, de ce qui peut être travaillé. Par exemple, nous, des fois, on fait des mesures pour savoir combien de mots l'enfant peut mémoriser correctement, un enfant dyslexique ou un enfant qui a des troubles d'apprentissage scolaire. Voilà, s'il peut apprendre que l'orthographe d'un seul mot correct par semaine, ben, vaudra mieux lui donner un seul mot à apprendre, voilà, pour sa dictée, que de lui en donner 10 et d'en avoir aucun appris et qui mélange le tout. Donc ça, c'est des ajustements précis. Donc ça peut être fait avec des professionnels de soutien. Parfois, voilà, si une enseignante a du temps aussi, elle peut peut-être accorder, lors d'un rendez-vous avec les parents, travailler avec eux sur des stratégies pour identifier ça. Donc séquencer le temps si nécessaire. On verra la technique du Pomodoro là-dessus. Développer l'autogestion, donc ça, c'est aussi faire en sorte que l'enfant, petit à petit, apprenne à faire ses devoirs tout seul, hein, apprendre à en prendre, c'est important. Donc ça, dans nos cursus en soutien scolaire spécifique, aussi, qui sont aussi inscrits, qui mélangent ABA et Montessori, et qui sont inscrits aussi à France Compétences, donc accessibles via le CPF, hein, on travaille beaucoup ça sur le cursus 2, donc c'est celle qui va du CE1 au CM2. Alors voilà, rythme de travail avec le Pomodoro, comment on peut s'y prendre voilà, là-dessus. Alors pas forcément beaucoup de validité, pas de validité scientifique, en tout cas dans mes recherches là-dessus, mais je trouve que c'est une stratégie sur le terrain qui aide à structurer les choses. Voilà, du coup, et puis après, évidemment, ben, le séquençage sera à réfléchir pour chaque enfant en observant, en mesurant. Voilà, donc soit, voilà, là des fois aussi, on peut avoir besoin d'un soutien, d'un regard extérieur. Alors, donc l'idée, hein, c'est que l'objectif est de rester concentré à 100% sur une seule et unique tâche pendant 25 minutes qui est appelée une session. Donc une session, c'est global, là, hein. Donc une courte pause sépare chaque session et puis un break plus long intervient après plusieurs sessions. Bref, cette technique est très simple à utiliser. Il suffit d'un minuteur et d'une discipline de faire tout en étant rudement efficace. Alors, ce temps de 25 minutes, hein, il peut vraiment être réduit. C'est-à-dire si un enfant travaille on voit que sa concentration c'est que de 5 minutes, et ben on enchaînera plusieurs sessions de 5 minutes. Je vais vous présenter une petite vidéo. Et après, voilà, il faudra vraiment ajuster la durée des sessions hein, en fonction de ce qu'on peut observer chez un élève. Et on essaiera de la prolonger au fur et à mesure le plus longtemps possible. Alors, regardons la petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment aider vos enfants à se concentrer, à être plus efficaces et même à mieux apprécier leurs devoirs grâce à une méthode toute simple, la méthode Pomodoro. C'est une technique qui a changé la vie de milliers d'adultes et que nous allons adapter aux enfants de 3 à 10 ans. Vous allez voir, ça peut transformer le moment des devoirs en un temps beaucoup plus agréable. Qu'est-ce que la méthode Pomodoro? C'est une méthode qui a été inventée par Francesco Cirillo à la fin des années 80. Ce dernier, étudiant italien, cherchait un moyen de mieux se concentrer. Il prit un minuteur de cuisine en forme de tomate, pomodoro en italien, et décida de travailler par sessions courtes, limitées dans le temps. Le résultat, une concentration accrue, moins de procrastination et surtout une efficacité décuplée. Depuis, cette méthode s'est répandue dans le monde entier et est utilisée par des étudiants, des collégiens, des lycéens, des entrepreneurs, des salariés et même des créateurs de contenu. Le principe est simple. On travaille pendant une période courte et intense, puis on fait une pause. Chez les adultes, on utilise généralement 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Mais pour les enfants, surtout entre 3 et 10 ans, il faut adapter les durées. Pourquoi? Parce que leur capacité d'attention est beaucoup plus limitée. Un enfant de 6 ans ne peut pas rester concentré 25 minutes d'affilée. Comment adapter la méthode Pomodoro aux enfants? Première étape, choisir la bonne durée. Pour les enfants de 3 à 5 ans, 5 minutes de concentration, 2 minutes de pause. Pour les enfants de 6 à 8 ans, 10 minutes de concentration, 3 minutes de pause. Et pour les enfants de 9 à 10 ans, 15 minutes de concentration, 5 minutes de pause. L'idée, c'est de commencer petit et d'augmenter progressivement. Le but n'est pas la performance, mais le plaisir. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble. Voilà donc un petit exemple, hein. Et donc après ça, ben, on choisira le temps adapté
voilà, pour chaque enfant, avec, voilà, si on est, voilà, quand on utilise beaucoup l'analyse appliquée du comportement, nous, on ira vraiment mesurer plusieurs séances. On fera une moyenne. Et puis, on prendra, ou alors, plutôt que prendre la moyenne, on visera aussi les temps les plus faibles pour être certain du succès. Voilà, si après on est un petit peu plus optimiste, on peut partir sur la moyenne. Voilà, alors du coup, pour évaluer le cadre, voilà, j'ai traduit une petite grille là qui est dans un livre, voilà, qui est en anglais, mais qui est vraiment très riche sur le pouvoir de la parentalité positive. Et ce que je vais faire là, je vais voir si dans le chat, je peux partager? J'ai pas vérifié ça. Non, je peux pas. Donc je vais vous le montrer et on vous l'enverra après pour ceux qui se sont inscrits. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Et alors, est-ce que c'est... Voilà, celle-ci. Donc, c'est une façon d'évaluer un petit peu, voilà, c'est des critères hein, pour évaluer l'organisation à domicile qui favorise l'apprentissage. Donc, en fait, vous avez vu une série de 12 questions. Voilà, et donc à lesquelles vous répondez par toujours, parfois ou jamais. Par exemple, ici, on va dire chaque membre de la famille a une responsabilité au domicile, au moins une corvée qui doit être faite, c'est dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, est-ce que c'est toujours, parfois ou jamais? Voilà. Le travail scolaire et la lecture se passent avec avant les temps de jeu, la télévision ou les autres loisirs. Donc voilà, vous répondez de cette façon-là. Et ensuite, voilà, si vous avez obtenu 10 points ou plus, votre domicile familial se situe dans le quart supérieur et le support familial est optimal pour votre enfant. Si votre score est de 6 ou moins, votre familial se situe dans le quart inférieur. Entre les deux, votre support est dans la moyenne. Voilà. Et en fonction voilà, de votre résultat, voilà, ça soit voir bah, à travers les questions si ça vous donne des nouvelles pistes d'action ou après d'en échanger pour les parents avec des professionnels pour trouver des nouvelles pistes. Et puis c'est vrai que ben, voilà, des fois quand on a des habitudes de vie, qu'il faut changer quelque chose, ça demande de l'énergie et va trouver des stratégies voilà, pour améliorer ça. Donc ça vous sera partagé et voilà, vous pourrez du coup poursuivre cette réflexion euh, pour vos enfants. Raimé, Marjorie et Claire, est-ce que voilà, il y a des questions auxquelles je réponds maintenant ou je continue toujours et on fera les questions tout à l'heure? Alors, il y a des questions, par exemple, Emma, elle demande est-ce que la pédagogie explicite aide à une meilleure reformulation? Alors, l'enseignement explicite est une meilleure reformulation, c'est ça? Est-ce que cela aide à une meilleure reformulation? Alors oui, oui, oui. Alors du coup, alors l'enseignement explicite, c'est vraiment ce qui va être recommandé pour les groupes classes. Hein, c'est ce qui permet une meilleure réussite. Enfin, quand ils ont voilà, observé, quand on a observé comment ça fonctionnait dans les classes, hein. Alors ça, tant pis, je parle d'un gros tabou, hein. En classe, les enseignants sont libres de leur pédagogie. Voilà. Et quand on fait ce choix, 20% des élèves vont réussir. Voilà. Là, j'ai pas toutes mes données, mais ils sont sur d'autres PowerPoint, hein. Quand on met en place pour poser les bases l'enseignement explicite, 80% d'un groupe classe va réussir. Voilà. Donc après, pour les 20% qui décrochent, on peut aller vers de l'enseignement sans erreur, hein. Voilà, en essayant bien sûr de revenir vers l'enseignement explicite. L'enseignement explicite ne va pas exclure les autres pédagogies qui peuvent avoir aussi leur intérêt, mais vraiment pour poser les bases, c'est ça. Et d'ailleurs, nous, on milite au sein d'Epsilon à l'école hein, pour le droit à une éducation efficace, ce qu'ont choisi certains pays où cet enseignement explicite maintenant est imposé aux enseignants, c'est-à-dire qu'on leur demande de baser leur enseignement sur des procédures fondées sur la preuve, hein. Et donc ça arrive petit à petit en France, hein. Voilà, par exemple, dans les établissements, dans les écoles, collèges ou lycées d'autorégulation, tous les enseignants sont formés. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est pour ceux qui voilà, ne connaissent pas cet enseignement explicite? C'est d'abord, on va vraiment verbaliser aux élèves quel est l'objectif. Voilà. On va activer leur connaissance antérieure. Ensuite, l'enseignant va modéliser en mettant un haut-parleur sur son cerveau. Voilà, pour montrer tout ce qu'il faut faire et comment il faut penser. Ensuite, il va accompagner les élèves à refaire en les guidant.
et pour qu'ils aillent ensuite petit à petit vers l'autonomie. Et ensuite, voilà, le point essentiel, c'est qu'on va demander aux élèves de reformuler, voilà, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont compris. D'ailleurs, pour ça, du coup, j'arrête et je vous pose une petite question qui est prévue dans les sondages. Et ça sera une petite astuce, mais qui est vraiment importante. Alors, c'est là-dessus, c'est justement sur la métacognition. Donc, je lance la petite question. Est-ce que vous l'avez? Lorsqu'un enfant rentre de l'école, que faut-il lui demander? Qu'as-tu fait aujourd'hui? Qu'as-tu appris aujourd'hui? Alors, il y a un petit mélange. Voilà, donc ça répond encore. Voilà. Alors, ça répond. Donc, je vais regarder là maintenant. Donc, qu'as-tu fait? Alors, vous êtes partagé. Voilà. Donc, 33% répondent qu'as-tu fait aujourd'hui, 67% qu'as-tu appris aujourd'hui. Eh bien, ça va être la deuxième question. Voilà. Ça, c'est fait référence aux travaux de Grégoire Borst, hein, voilà, qu'on entend aussi beaucoup dans les médias actuellement, voilà, qui fait de la recherche en neuroéducation. Voilà, pour développer la métacognition hein, chez les enfants, c'est-à-dire, vous allez voir, on va voir ce que c'est que la métacognition, mais c'est la capacité à parler de ses pensées. La question importante à poser aux enfants, c'est qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Voilà. Donc, c'est une autre façon d'aborder les choses. Et après, vous allez voir comment tu l'as appris, qu'est-ce que tu retiens, etc. Donc, je poursuis, Raimé, où il y avait une autre question importante sur la métacognition. Parce que ça s'enchaînait très bien, du coup, tu vois. Tu peux poursuivre. Après, on a lu toutes les questions et du coup, on va y répondre au fur et à mesure. Et je pense qu'à la fin de la présentation aussi. D'accord, très bien. Alors, je poursuis. Merci. Donc, utiliser la métacognition. Peut-être un mot barbare, alors pour tout le monde, mais on va l'expliquer. Donc après, voilà, nous aurions, alors j'ai mis au conditionnel, hein, voilà, parce que j'ai pas été chercher toutes les sources et je sais, voilà, 6200 pensées par jour en moyenne, hein, sorties d'un Science et Vie, date de juillet 2020. Alors, en tout cas, voilà, les pensées sont des comportements, hein, voilà, en analyse appliquée du comportement, ils peuvent agir en toute partie, voilà, sur la contingence comportementale. Donc là, je vais peut-être plutôt simplifier, c'est-à-dire que nos pensées peuvent vraiment modifier nos propres comportements. Voilà. Un exemple qui va dans le bon sens, un exemple qui va pas dans le bon sens. Par exemple, une pensée, on va dire limitante, si je vulgarise aussi. Voilà, dans ma famille, tout le monde est nul en maths, donc je suis nul en maths. Donc pas la peine de faire d'efforts. Voilà. Donc, vous avez vu, les pensées peuvent aussi faire qu'on apprend plus ou qu'on apprend moins. Une pensée positive, ah, dans ma famille, voilà, tout le monde adore les livres et moi aussi, je vais apprendre à lire parce que je vais aussi aimer ça comme dans ma famille. Voilà. Donc, deux exemples. Et donc, la métacognition, ça va un petit peu aussi plus loin. Donc, c'est amener l'élève à décrire ses pensées. C'est-à-dire Lydie, qu'il met un haut-parleur sur sa tête hein, pour décrire voilà, comment il procède. Lydie, juste excuse-nous, mais tu as encore le sondage qui est affiché sur ton écran. Enfin, en tout cas, moi, Ah, je vais enlever ça. Merci Claire de m'avoir prévenu. Alors, le sondage, il est là. C'était la question sur la métacognition. Voilà, mettre fin au sondage. C'est tout bon, Claire? Merci. Alors, je reviens donc sur cette métacognition. Donc, amener les élèves à mettre un haut-parleur sur leur cerveau et à décrire, voilà ce qu'ils vont faire. C'est vraiment super important pour un éducateur, un enseignant ou un pédagogue, parce que comme ça, on va savoir ce qui se passe. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans la tête des élèves à l'école et on voit pas, si on voit ce qu'il a écrit sur la feuille, on ne sait pas toujours comment il est arrivé au résultat. Voilà. Alors, il y aura deux aspects au niveau métacognitif. C'est les connaissances métacognitives, hein, savoir comment, quand et pourquoi utiliser tel outil ou telle stratégie. Donc, par exemple, un élève qui va vous dire, eh bien moi, voilà, quand voilà, je me récite ma poésie et si j'arrive voilà, ben, par exemple, quand je la mime et que je la joue tout seul dans ma chambre, je sais que voilà, je m'en souviens beaucoup mieux. Donc il a acquis des connaissances métacognitives, il sait comment bien apprendre ses poésies.
La régulation métacognitive, c'est utiliser ses connaissances pour contrôler, planifier, réguler le processus. Donc se dire, ah, j'ai une poésie à apprendre. Ah oui, dans ce cas-là, je sais, l'autre jour, j'ai testé. Quand je l'ai mimé dans ma chambre, que j'ai joué tous les personnages quand j'étais tout seul, j'ai vu que je l'avais super bien récité. Donc, je vais remettre en route cette stratégie. Alors, donc du coup, nous, l'idée, c'est de soutenir voilà, les enfants, les élèves là-dessus, hein. Donc, aider l'élève à réfléchir à ses propres processus cognitifs et à son fonctionnement cérébral. Donc, pour ça, je vais vous présenter la technique qu'on appelle voilà, d'auto-instruction au soliloque. Je vais vous la présenter là. On va voir aussi qu'on peut questionner l'élève sur ses pensées. Alors, apprendre à repérer les heuristiques, je verrai si j'ai le temps d'y revenir. Alors, je vais déjà, voilà, les auto-instructions, hein, c'est tout ce qu'on peut se dire à soi-même. Voilà, souvent on a tendance à le faire. Si vous allez faire les courses, vous dites, je dois acheter ci, ça ou ça, c'est pas toujours écrit. Voilà, on peut s'encourager. Voilà, au contraire, on peut se décourager aussi, hein. Donc, c'est comme on a dit, toutes ces phrases-là, elles ont une importance énorme sur nos comportements. Alors, du coup, c'est un processus interne, hein. Donc, c'est pour ça que dans l'enseignement explicite, on a parlé, l'enseignant va mettre un haut-parleur sur sa tête, hein. Et puis, les enfants, voilà, qui ont plus de difficultés, on va aussi les soutenir là-dessus avec la technique qu'on appelle le soliloque. Alors, la première étape, ça sera de, quand vous allez faire une tâche, de la faire en parlant à haute voix. Et l'enfant vous observe et vous écoute. Mais ça peut être aussi fait dans la vie quotidienne, hein. Voilà, vous mettez le couvert, vous dites, ah ben, je vais mettre le couvert. Donc, je commence par me dire à combien de personnes on sera. On sera quatre, je sors quatre assiettes. Je les place sur la table. Voilà, donc ça enrichit le vocabulaire, ça donne des exemples, hein. Et donc, du coup, là, on se parle à haute voix et on le fait. La deuxième étape, c'est l'enfant qui va faire et vous allez parler à sa place. Il vaut mieux, dans ce cas-là, pour les enfants qui ont un trouble du langage, utiliser la première personne. Parler à sa place, hein, vous êtes sa voix, donc utilisez le jeu, surtout si voilà, l'enfant a du mal avec le jeu et le tu. La troisième étape, c'est l'enfant qui va exécuter la tâche, mais c'est lui qui se parle à haute voix. Ensuite, il refait la même chose, mais il chuchote. Pour ensuite, on ne veut plus rien entendre, on ne veut plus voir ses lèvres bouger, ni entendre de sons qui sortent de sa voix, et il doit quand même réussir à faire la tâche. Donc tout ça, hein, ça a été beaucoup évalué sur des enfants avec TDAH ou dyspraxie, c'est vraiment un bon soutien. Donc d'être capable de, voilà, de se soutenir en se donnant soi-même des instructions. Et en plus, ça a l'avantage, quand on est sur une tâche un peu plus cognitive, hein, d'apprendre à l'enfant à parler de ses pensées. Voilà. Quand on lui demandera, par exemple, à un moment donné, mais comment tu fais pour faire ton addition? Voilà, il pourra se dire, ben, au départ, je commence par les unités, je les imagine dans ma tête ou je dessine des petits points pour chaque unité sur ma feuille, je les mets ensemble, je les compte. Voilà, ce sont des exemples. Donc, voilà, parler en faisant. Et pour vous souvenir aussi, voilà un exemple, je trouve, qui est assez parlant, c'est quand on commence une nouvelle activité ou, par exemple, si vous vous souvenez quand vous avez commencé à conduire ou que vous êtes sur une nouvelle voiture, vous dites, ah oui, dans cette voiture, c'est comme ça que je règle le rétroviseur, c'est comme ça que je règle mon siège, que je règle mon volant, etc. Voilà, quand vous faites des recettes qui ne sont pas automatisées, hein, vous vous parlez aussi. On a besoin de ça pour tous les comportements qui ne sont pas automatisés. Voilà. Et quand je parlais d'heuristique, c'est plutôt là des comportements qui sont automatisés. Donc si par exemple, voilà, là j'ai pas fait un petit sondage, mais autrement peut-être que Raimé, Claire et Marjorie, vous pouvez regarder, je vais poser une petite question et puis n'hésitez pas à répondre. Donc je vous donne l'exemple d'un croissant et d'une sucette qui coûtent ensemble 1,10 € et je vous indique que le croissant coûte 1 € de plus que la sucette. Combien coûte le croissant et combien coûte la sucette? Alors répondez spontanément. 1,10 € ensemble, le croissant et la sucette. 1 € de plus pour le croissant.
Alors, Aimé, est-ce que tu peux me donner les premières réponses? Alors, 10 centimes la sucette et 1 euro le croissant. C'est très bien. Bon, ça, c'était la réponse qu'on a en automatique. Mais je vais vous montrer qu'elle est fausse. Voilà. Notre cerveau, dès qu'on entend 1 euro de plus, il a un automatisme, il fait plus ou moins un. Mais si Voilà, on a c'était aussi 10 un cent... euro, Voilà. Si on a c'était 1 euro 10... 50 et 50 centimes aussi. Ouais, ben voilà, c'est ça. Parce que si c'est 10 centimes la sucette, si le croissant coûte 1 euro de plus, le croissant va coûter 1 € et 10 centimes. Donc ça fera un total de 1,20 € Donc la bonne réponse, tu peux l'écrire, Raimé, c'est le croissant va être à 1 € et 5 centimes et la sucette à 5 centimes, puisque ça fait ça quand on les additionne 1,10 € Donc les heuristiques, hein, c'est nos comportements automatisés. Voilà. Et c'est vrai qu'aussi, quand on a un comportement automatisé, voilà, on a besoin de notre langage, hein, pour se corriger. D'où l'importance de développer cette métacognition. Et justement, quand nos comportements ne sont pas automatisés, on a aussi besoin de s'auto-aider en se parlant à soi-même, d'où l'importance de développer la métacognition. Et les soliloques en sont une stratégie. Voilà. On peut aussi questionner l'élève, voilà, pour qu'il s'auto-évalue, pour qu'il réfléchisse, hein, pour qu'il analyse son processus. On peut lui donner des feedbacks très spécifiques en précisant voilà, ce qu'il faut faire. Et petit à petit, hein, plutôt que lui donner aussi toujours les solutions, c'est de l'amener à se poser les bonnes questions. Voilà. J'aime beaucoup Ibrahim Malouf qui dit que voilà, apprendre, c'est apprendre à se poser les bonnes questions. Donc, s'il sait se poser les bonnes questions, on va voir des exemples, hein, comme ici. Voilà, regarde ta réponse. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Ben, l'élève, voilà, il se met à observer. Là, il nous dit, je crois que j'ai oublié un mot. Oui, tu as bien repéré. Qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois pour t'en rendre compte avant? Ben, je pourrais lire la phrase à voix haute. Voilà. Exactement. On le note ça dans ta checklist. C'est-à-dire qu'il a su se corriger et l'aider aussi à prendre conscience de comment il s'est corrigé pour ensuite être capable de le faire tout seul. Voilà, donc avant de commencer, lui demander qu'est-ce que voilà, il faudrait qu'il arrive à se poser ces questions, mais au départ, voilà, qu'est-ce que tu dois faire, de quoi as-tu besoin? Est-ce que voilà, la consigne est comprise pendant la tâche? Voilà, est-ce que tu es bien concentré? Est-ce que ta stratégie fonctionne? Que faire si ça bloque? Quand il a fini, voilà, est-ce que tu as tout vérifié? Est-ce que tout as bien, est-ce que tu as tout bien fait? Est-ce que tu peux encore améliorer? Voilà, ce sont que quelques exemples, hein, voilà. Après, dans notre cursus 2, on approfondit ça, la formation certifiante. On aime beaucoup aussi tous les outils réflecto. Voilà. C'est donc là plein de petits personnages qui symbolisent un peu tout ce qu'on peut faire dans notre tête et qu'on enseigne aux enfants pour qu'ils comprennent aussi comment voilà, ils peuvent organiser leurs pensées. Alors pas seulement leurs connaissances, mais organiser la façon dont ils vont apprendre à penser. Voilà. Donc, quelques petits exemples. Par exemple, on a le bibliothécaire, hein, qui classe les connaissances dont on a parlé tout à l'heure, le détective qui va chercher. Voilà, du coup, voilà, c'est vraiment de très très chouettes outils aussi pour développer ses capacités. Donc, je vais poursuivre. Je regarde quelle heure il est. Je n'ai même pas trop regardé mon heure, hein. Pas du tout là. Oui, donc ça fait 1 heure. Voilà. Donc du coup, j'avance sur. C'est notre avant-dernier thème, hein, pour aujourd'hui. Donc sur la mémorisation, parce que ça aussi, c'est un point important pour soutenir les élèves. Alors, à cette question, est-ce que... Oui, je crois que je l'ai mis dans le sondage. Je vais vérifier si je l'ai fait en sondage. Autrement, on l'apprendra. Relire son cours. Voilà, oui, c'est ça. Pour mémoriser. Alors, non, j'en ai mis une autre. Alors, pour la première question, donc, est-ce que j'avais mis relire son cours est efficace? Est-ce que du coup, vous pouvez répondre dans le chat et puis voilà des oui ou des non. Voilà. Ou un peu, ou pas du tout. Voilà. Je laisse Pierre-Aimé, voilà, si tu peux me faire un petit retour, c'est parfait. Puis après, On a pour l'instant 50% de oui, 50% de non. deux non. Voilà. Donc, Ah, oui, non, non, oui, ouais, non, ouais. non. Ok. Bon. Alors, pour répondre, hein, si c'est de la pure lecture, et qu'il n'y a pas un travail cognitif derrière, d'imagination, de reformulation, ça ne sera pas efficace de relire son cours.
Donc, on va avoir d'autres techniques. Mais voilà, d'inviter un enfant à aller relire son cours, il va falloir lui apprendre à faire autre chose. Il faut vraiment avoir un cerveau actif. Et voilà, si la lecture, elle est très automatisée, on peut lire même presque sans penser pour certains, hein. Voilà, c'est pas, voilà, pour faire plaisir, allez hop, je lis rapidement, à voix haute ou à voix basse, c'est pas ce qui va favoriser. Il faut vraiment qu'il y ait une activité cérébrale pour mémoriser. Alors, je vais poser une deuxième question avant. Alors, je la lance. Donc, c'est pour mémoriser, il est préférable de faire des entraînements massés, ça veut dire intensifs sur une période, genre on s'y met pendant 1 heure et on répète, hein. Ou espacés régulièrement au fil des jours ou des semaines. Donc, par exemple, voilà, 5 minutes par jour. Alors là, ça se complète. Et là, par contre, tout le monde est d'accord, il faut faire des révisions espacées. Voilà. Donc, du coup, mais après, c'est pas toujours ce qu'on voit, hein, quand on fait les devoirs à la maison. Voilà, moi je vois beaucoup d'enfants, hein, où ils vont revoir à fond. Et puis après, ben, le contrôle est passé, l'évaluation est passée et il n'y a pas forcément de révision. Donc c'est sûr qu'après à l'école, hein, le programme fait que c'est répétitif et tant mieux, ça revient. Il y a aussi les opportunités quand on vit dans un environnement riche et stimulant, ben, d'utiliser les connaissances qu'on a apprises à l'école dans la vie quotidienne. Mais quand il y a besoin d'être plus stratégique, on va regarder ensemble des stratégies. Est-ce que j'ai bien éteint le sondage là? Non. Alors, je le fais avant de passer, remettre le PowerPoint. Alors, j'ai mis fin au sondage et du coup, on peut revenir ici. Donc déjà, voilà, sur la relecture, voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle de savoir que ce n'est pas la bonne stratégie. Parce que du coup, on peut faire mieux. Donc là, on va s'occuper de la mémoire à long terme, hein, mais autrement, on a plusieurs mémoires dans le cerveau, hein. Donc on a nos perceptions, ensuite on a la mémoire de travail, on a vu, hein, elle est plus limitée. C'est les éléments avec lesquels voilà, on travaille en fonction des informations essentielles qu'on a captées. Chez l'adulte, c'est entre 5 et 7 informations qu'on peut traiter en même temps. Et dans la mémoire à long terme, hein, on va avoir ben, la mémoire des mots, la mémoire sémantique, la mémoire procédurale, hein, des gestes, celle-là qui est vraiment, qui bouge pas beaucoup. Et ensuite la mémoire épisodique, donc sur les histoires. Alors, quelques caractéristiques. Donc la mémoire à long terme, c'est un stockage durable des informations. Donc ça, on en a besoin. Par contre, le contenu est modifiable. Voilà, on a vraiment la création de faux souvenirs, voilà, et ça nous permet aussi notre adaptabilité. Alors, de connaître cette information aussi, c'est important parce que quand on est dans nos conversations là et que tout le monde rappelle un fait, un souvenir, mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Moi, je te dis que c'est comme ça. C'est normal qu'on ait tous une vision différente. Voilà, je crois qu'on a tous à peu près 33% de vérité. Donc, c'est normal quand on évoque des faux souvenirs qu'on n'ait pas tous exactement la même version. Donc, ça, c'est notre mémoire à long terme. Donc, un durable, mais pas très fiable. Les nouveaux apprentissages prennent la place des anciens. Donc, ça, si les nouveaux apprentissages sont plus pertinents, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, ça permet d'avoir de la flexibilité. Les contenus sont effaçables, par contre, en cas de non-activation. Donc, si voilà, certains avaient appris, par exemple, je prends des exemples de langues un peu plus originales, à parler japonais pendant une semaine, mais qu'après, ils apprennent ça pendant l'été et que toute l'année, ils ne s'en servent pas, c'est oublié. Un autre phénomène pour des enfants à besoins particuliers, c'est les enfants qui commencent à savoir lire en juin, 2 mois d'été sans entraînement. Ils savent plus lire en septembre et il faut reprendre l'apprentissage. Voilà. Donc entre voilà, ces oublis pendant l'été, hein, sur des compétences essentielles, c'est problématique. Et puis en même temps, voilà, cette organisation des devoirs, des fois où on travaille pour la note. Donc après, évidemment, quand on va travailler la mémorisation à long terme, c'est important de faire le tri aussi dans les programmes scolaires. Et voilà, les enseignants avaient très bien fait le tri pendant le Covid, hein, pour aller à l'essentiel. Et vraiment, il faudra, voilà, quitte à ce que les enseignants ou aussi les éducateurs aident les parents à repérer qu'est-ce qui est essentiel dans les apprentissages, hein, qu'est-ce qui va être important pour la vie de l'enfant. Et ça, vraiment, il va falloir travailler pour des enfants à besoins particuliers de façon stratégique pour qu'ils mémorisent à long terme.
Donc déjà, sélectionnez l'information qu'il faut mémoriser. Donc ça, c'est la courbe de l'oubli. Donc c'est bien, là, le webinaire, il est enregistré, donc vous pourrez faire des répétitions. Mais autrement, vous avez vu, hein, voilà, au bout de 10 minutes, on a déjà perdu une partie de l'information. Demain, vous en souviendrez plus que de la moitié. Et tout ça, ça diminue. Sauf, comme on a dit, si on réactive. Voilà. Donc le cerveau, en fait, a besoin de répétition pour apprendre, hein. C'est un peu au départ comme une forêt vierge. Et à force de passer sur le même chemin, voilà, ça, on voit un passage. En fait, apprendre, hein, c'est connecter des neurones entre eux. Mais cette connexion, pareil, elle se fait grâce à des répétitions. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à découvrir, on n'aura pas le temps ce soir, la chaîne YouTube de Steve Masson. C'est passionnant. C'est des petites vidéos de 5-10 minutes, voilà, qui vous donnent plein d'informations sur comment fonctionne le cerveau. C'est pour des adultes, voilà, et c'est vraiment fantastique. Donc, les apprendre, c'est connecter des neurones entre eux. Pour la connexion entre que les neurones se connectent entre eux, hein, il faut voilà, passer plusieurs fois sur le même chemin et en plus que le cerveau ait du plaisir à ce moment-là. Donc, voilà comment on peut contrer la courbe de l'oubli en faisant des répétitions espacées. Voilà. Maintenant, il s'agit de les organiser. Et là, on vous partage deux stratégies pour voilà, plusieurs stratégies. Voilà. Déjà, pour ce test, comment on peut vraiment rendre le cerveau actif plutôt que de lire. Il vaut mieux se tester avec des quiz ou des ROC, c'est-à-dire des réponses ouvertes courtes, donc avec des questions ou des phrases à trous. Donc les parents, par contre, qui vont créer des questions pour interroger les élèves à l'oral, c'est très bien. Voilà. Et après, n'hésitez pas maintenant à l'ère de l'IA, hein, à prendre une photo du cours de l'enfant, le mettre dans l'IA et demander de vous créer un quiz. Voilà, c'est très performant et ça peut soulager les parents et ça sera mieux que de lui donner le cours, voilà, que de lui donner le cours à relire. Après, il faut bien faire le prompt, hein. Donc là, Claire, elle a fait des formations sur les prompts de l'IA, s'il y a des questions là-dessus, mais c'est vrai qu'il faudra préciser le niveau scolaire, le contexte, le chapitre, voilà, pour que les questions soient adaptées à l'élève. Pour les enseignants, c'est aussi des idées, hein. Donc, utiliser un feedback immédiat, voilà, on apprend de nos erreurs, mais il faut qu'il y ait un feedback, voilà, très très rapide. Voilà. Après, quand on parlait, juste une petite aparté comme ça sur les erreurs, hein, que de l'enseignement explicite. Donc, par exemple, j'ai aussi évoqué l'enseignement sans erreur, qu'on explique vraiment en long, large et en travers dans notre certification ABA Montessori de la petite section OCP. Donc, cet enseignement sans erreur, on le met en place quand l'élève, naturellement, il fait trop d'erreurs. Parce qu'un élève va faire 10 à 20% d'erreurs. Et là, on apprend. Voilà. Si un enfant, parce qu'il a un trouble des apprentissages, fait trop d'erreurs, parce que tu as vu des fois, c'est pratiquement 80% d'erreurs, 50% d'erreurs, il ne va pas apprendre. Et c'est là qu'on met en place l'enseignement sans erreur. Voilà. Mais en tout cas, l'important, ça va être de faire un feedback immédiat qui ne reste pas avec son erreur trop longtemps. Donc, espacer les révisions, on a dit, hein, distribuer et non masser. Et ça, vous le saviez déjà tous, c'est génial. Et favoriser le sommeil entre deux répétitions aussi. Ça, vous pouvez regarder dans la chaîne de Steve Masson. Hein, plutôt que faire une révision, ils ont fait des fois revoir le matin à 9 heures, revoir le soir à 17 heures, ou revoir à 17 heures et le lendemain matin à 9 heures. Quand il y a une nuit de sommeil entre les deux moments où l'on révise, il y a une meilleure mémorisation. Voilà. Donc ça, c'est des techniques pour s'organiser. Donc ça, c'est un carnet de réactivation. Là, Claire aussi, tu sais, on a ces petites fiches-là qui sont en gratuite aussi sur notre page Les ressources. Donc peut-être mettre un lien pour les participants. Donc l'idée, vous allez mettre la matière et la date, la question, la réponse attendue. Donc à la fin des devoirs, voilà, si c'est des choses que l'enfant doit vraiment mémoriser pour longtemps, on s'organise, hein, vous allez noter s'il sait faire. Le lendemain, vous le retestez. Au bout d'une semaine aussi. Voilà, après, c'est mis dans un mois et dans 2 mois. Ça peut être séquencé autrement, hein. Et l'idée, c'est que ça reste OK tout le temps. Et si jamais il a perdu la compétence, eh ben, voilà, on reprend la question. Voilà. Donc après, pour les enseignants, voilà, les chercheurs en enseignement explicite recommandent de faire ça, par exemple, une fois par semaine et ensuite une fois par mois aussi, hein, pour pouvoir
les élèves leur apprendre à utiliser un carnet de réactivation. Donc ça, c'est une première piste. Et autrement, on peut travailler avec les boîtes de liner. Donc je vous montre comment ça fonctionne à travers une vidéo. Après, si vous voulez rechercher d'autres exemples, il y a beaucoup d'étudiants en droit qui vont les utiliser. Donc pour ça, on va utiliser des petites cartes sur lesquelles on met la consigne d'un côté ou la question d'un côté et la réponse de l'autre. Voilà. Et on va mettre les cartes qu'on vient fraîchement d'apprendre dans une première boîte. Et quand on s'interroge si on réussit, elle peut passer dans la boîte 2, etc. Vous allez voir comment ça s'organise. Et donc, il y a d'autres vidéos, hein. Vous avez plein d'étudiants en droit là, qui montrent aussi comment ils travaillent avec ça sur le net si vous voulez aller plus loin. Donc voilà comment fonctionnent les boîtes de liner. Alors pour les enfants encore plus en difficulté, ceux qui sont, voilà, quand on se forme en analyse appliquée du comportement, on peut apprendre à travailler aussi avec des boîtes à cibles, hein. Et voilà, après dans nos cursus, hein, on fait des entraînements et dans le cursus, hein, on passe une demi-journée à s'entraîner à utiliser ces boîtes, mais c'est vraiment voilà, très soutenant. Alors ça, c'est peut-être plus facile à gérer à la maison qu'à l'école, hein, parce que ça prend de la place. Mais voilà, carnet de réactivation à l'école, les boîtes de liner à la maison, je trouve que c'est très chouette. Regardez sur Internet, hein, en plus, il y a du joli matériel qu'on peut acheter, voilà, pour si on ne veut pas les fabriquer soi-même. Mais après aussi, à l'école, ça pourrait être les fabriquer à l'école, apprendre à s'en servir pour mieux gérer les devoirs à la maison. Donc, alors après, vous verrez dans le diaporama, je vous ai remis comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on a vu sur la vidéo, hein, plus de détails. Donc, tout ça, ça sera là. Donc, voilà, je vais juste, voilà, sur la planification des révisions. Donc, évaluer voilà, ce qui est important aussi, plutôt que relire son cours, par exemple. Avant que l'élève, quand il rentre à la maison, ou votre enfant, hein, de lui faire réciter son cours, prenez-vous le cahier et demandez-lui ce qu'il a appris et ce dont il se souvient. C'est vraiment mieux que d'aller relire le cours tout de suite. Voilà. Et là, vous évaluez vraiment sa mémoire à long terme. Voilà. Après, les enfants peuvent apprendre ça aussi à faire entre eux. Voilà. On arrive en classe, interrogez-vous sur la journée de hier. Voilà. Sans avoir droit de regarder son cahier. Donc, consolider les apprentissages. Ce qui est important aussi, c'est refaire les exercices en classe. Donc, vous pouvez récupérer les énoncés des exercices, enlever toutes les bonnes réponses et l'enfant refait. Pareil, quand un enfant revient avec un contrôle raté, hein, c'est important qu'il puisse le refaire. C'est pas juste parce qu'il a recopié les bonnes réponses, hein, que c'est bon. Normalement, voilà, quand il y a un exercice qui a été raté, ou même si vous faites un exercice, par exemple, avec votre enfant, vous l'avez fait avec lui, reprenez-le ensuite, invitez-le tout de suite à le refaire seul. Voilà. Ça demande du temps, ça demande de l'organisation, mais là, c'est beaucoup plus efficace.
Voilà. Et s'il refait seul déjà avec vous immédiatement, il y a plus de chances quand même qu'il ait compris. Et le fait de refaire ça aussi sur quand ils ont des évaluations, hein, ça permet d'éviter qu'il accumule des lacunes petit à petit. Voilà. Donc de refaire le devoir à la maison de A à Z et de voir si vraiment il sait se corriger. Voilà. Et après, ben, de le soutenir là-dessus. Si c'est trop compliqué, après, moi, je milite hein, pour du soutien aux parents aussi, pour faire vraiment du soutien, enfin, mettre des bonnes stratégies. Donc voilà, se tester sur les nouveaux exercices corrigés, analyser ses erreurs de façon explicite, hein, voilà. Et alors après aussi, normalement, si on est dans l'enseignement explicite pur, l'idéal, c'est que les élèves, quand on les invite à refaire faire des exercices à la maison, ce soit que l'enseignante ait déjà validé qu'ils sachent le faire. Et là aussi, pour maintenir les stratégies, hein, voilà, on refait des exercices du même genre, mais l'enseignante a déjà validé que c'est acquis. Voilà. Des fois, les programmes sont chargés, hein. J'étais enseignante en France, pas toujours évident à gérer, et c'est sûr que si on peut avoir du soutien à la maison, des fois, c'est plus facile. Demander à l'élève d'imaginer l'évaluation, d'imaginer les questions qui pourraient lui être posées, les exercices types, et à en créer. Voilà. Ça aussi, ça consolide les apprentissages plutôt que de relire le cours. Faire des fiches de révision ou des cartes mentales, ça va lui demander de retravailler le contenu à sa façon et c'est ça qui va favoriser la mémorisation. Donc voilà ce qui peut remplacer la lecture. Et puis donc il nous reste une petite partie, pas très longue, là, sur favoriser les apprentissages académiques dans la vie quotidienne. Donc pareil, là je vais vous montrer une petite fiche qu'on va vous partager, toujours du même livre, qui donne des idées pour... alors c'est plutôt pour les petits, mais après voilà, il faut transposer pour les plus grands. Là c'est un petit peu visible, mais vous la partagera. Des idées pour inviter l'enfant à utiliser ses apprentissages académiques à la maison. Ça ou à domicile, hein. Pour des enfants à besoins particuliers, c'est vraiment important. Voilà, il y en a qui vont savoir compter juste avec leur AESH à l'école, dans un contexte particulier, mais voilà, ils compteront jamais quand ils vont aller faire les courses, ils veulent pas faire, ils vont éviter les jeux de société. Voilà, de vraiment les soutenir dans la généralisation de leurs compétences académiques à domicile. Et parfois, il y a des éducateurs maintenant qui sont en libéral, qui proposent ça aux familles, et c'est vraiment un bon soutien. Donc, des idées pour ça. De leur parler aussi du développement du cerveau. Alors pour ça, j'ai une petite question, ça sera dans les dernières questions, parce qu'on arrive à la fin. Donc voilà, une petite question encore pour vous, je la lance. Voilà, donc est-ce que c'est bon, vous avez accès? Voilà. Donc l'intelligence, elle est, je vous laisse répondre. Là, vous avez l'air tout le monde d'accord, c'est chouette. On a une communauté de conspirateurs positifs qui vont dans le bon sens. Oui, l'intelligence, elle est développementale. Voilà. Mais, alors, il faut que j'enlève, hein. Euh, voilà. Par contre, dans notre culture, on a vraiment une vision fixe de l'intelligence. Voilà. De dire à un enfant, voilà, tu es intelligent, ça va très vite. On fait un compliment. Oh, lui, il est intelligent. Voilà. Mais non, non, c'est quelque chose qui est vrai à un instant T. Donc, il faut régulièrement leur rappeler que le cerveau, voilà, est vraiment en développement, qu'il va falloir en prendre soin et que c'est parce qu'on s'entraîne, parce que des fois aussi, ils vont nous dire, ouais, mais ce qu'on apprend à l'école, c'est nul, ça nous sert à rien. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu décorrélées de la vie quotidienne, que le monde évolue beaucoup, mais c'est aussi de leur expliquer que de faire certains types d'exercices, hein, c'est développer leur intelligence. Alors voilà, il y a voilà, des livres pour expliquer ça aux enfants. J'en ai mis un aussi pour les ados, les plus grands, là. Surtout que voilà, des fois, ça, à l'adolescence, on dit commence en CM1, CM2, hein, c'est pas moi, c'est mon cerveau. Voilà, donc ne pas hésiter, voilà, à avoir ce genre de livre à la maison ou dans sa classe. Et prendre soin évidemment de son corps, hein, sommeil, établir des repères temporels clairs, hein. Voilà, Marjorie, je sais que dans tes formations et avec d'autres formatrices, hein, notamment préparer le jeune enfant à rentrer à l'école. Voilà, il y a aussi tout un module hein, sur le sommeil parce que voilà, il y a beaucoup d'enfants avec des troubles neurodéveloppementaux chez qui c'est problématique. L'alimentation, pareil, hein, ça c'est dans les formations voilà, qui sont sur préparer les jeunes enfants à rentrer à l'école. On travaille là-dessus.
L'activité physique, bouger au quotidien, voilà, avoir de la motricité, hein, ça, on sait que de façon générale, ça peut diminuer les troubles du comportement, ça favorise l'attention, ça favorise le sommeil. Donc, quand vous faites le planning de l'enfant aussi, bien penser à ces temps moteurs dont il va avoir besoin. Voilà, pas seulement de se dire, ben voilà, il a des difficultés, donc il reste en cours la journée, il va sur l'orthophoniste, il va chez l'ergo, que faire des choses intellectuelles. On a besoin de bouger et il faut avoir mis des temps pour ça dans le planning. Le bien-être et la régulation émotionnelle, on revient au départ à une bonne communication. Et donc on arrive, voilà, à la fin de notre webinaire, hein, donc, où on a vu comment favoriser un cadre et une communication bienveillante pour favoriser le sentiment d'efficacité personnelle, hein, développer la métacognition. Voilà, on a un petit peu abordé des choses sur l'autodétermination et on vous a partagé d'autres pistes. Donc, tenir compte du fonctionnement du cerveau, voilà, ça permet aussi de comprendre pourquoi il faut faire des révisions, comment on mémorise. Utiliser, voilà, de meilleures procédures d'enseignement. Alors après, voilà, j'ai un petit peu évoqué, mais c'est vrai que si on peut aller plus loin, voilà, il y a nos formations certifiantes sur ce sujet. Alors, elles sont certifiantes et reconnues par l'État, vu qu'elles sont inscrites au répertoire spécifique des certifications et des habilitations de France Compétences. Donc, le cursus 1 et cursus 2, c'est des formations en soutien scolaire qui sont basées sur un mixte entre Montessori et ABA. Et donc, la première va, ben, comme c'est noté, hein, de la petite section au CP et la deuxième ben, du CE1 vers le CM2. Et puis, on a aussi maintenant comment préparer l'entrée à l'école d'un enfant avec autisme ou autre TND. Voilà, parce que on parle beaucoup dans nos deux premières certifications des prérequis qui sont nécessaires. Et du coup, il nous a paru important à un moment donné aussi de proposer cette certification, hein, voilà, qui est très utile aussi aux personnes qui enseignent en UMA, voilà, qui travaillent aux ATSEM, qui travaillent à l'école, aux enseignantes de maternelle, aux professionnels qui travaillent dans les PCO, les CAMS, aux assistantes maternelles. Et puis aussi une autre formation, là, c'est comment, parce que là, vous avez vu, on avait vu qu'il y avait 40% de parents, 70% de professionnels. On sait qu'on réussit un parcours vers une vie plus autodéterminée, plus épanouie d'un enfant à besoins particuliers qui va vers un adulte, hein, quand il y a une très belle collaboration parents-professionnels. Et donc Marjorie, hein, qui est ici présente, a développé voilà, un contenu d'une formation certifiante qui est vraiment très très pertinent là-dessus. Voilà, on présente aussi voilà, l'intérêt des différents programmes d'entraînement aux habilités parentales, mais voilà, on donne vraiment des stratégies pour soutenir les parents. Donc tout ça, c'est accessible via votre CPF. Et pour les enseignants, voilà, vous pouvez aussi, parce qu'on a à chaque session hein, des enseignants qui arrivent à obtenir de l'éducation nationale et des AESH aussi d'utiliser leur CPF. Voilà, c'est pas simple, mais ça fonctionne. Voilà, donc du coup, ce qui est important, hein, c'est, même si on apprend autrement, c'est de pouvoir apprendre beaucoup. On croit vraiment voilà, une présomption de compétences, développer au maximum le potentiel de chacun. Ça, je vous ai mis, c'est la petite référence hein, sur comment les parents s'impliquent dans les devoirs à la maison, vu que c'était notre sujet du jour. Pour aller plus loin, donc ça c'est un livre que j'ai écrit qui date un petit peu. Voilà, c'est d'une classe à l'autre qui est édité par Autisme France Diffusion, hein, qui permet d'identifier les gestes professionnels qui favorisent l'école inclusive. Ça, ce guide-là, Montessori ABA, hein, c'est plus pour des élèves vraiment en grande difficulté. Voilà. Du coup, ça explique comment mettre en œuvre voilà, l'enseignement sans erreur hein, dans un contexte scolaire. Voilà, des premières pistes en tout cas pour enseigner du vocabulaire spécifique académique. Ça, c'est des livres que j'avais écrits, ça fait un petit moment pour expliquer ce que c'était que l'autisme en général et dans la vie quotidienne. Et puis voilà, des petits documentaires auxquels, voilà, c'est vrai que je ne me suis pas présentée, mais voilà, s'il y a des questions, hein, je suis aussi maman, c'est ça qui a impulsé mon parcours. Et c'est un peu l'histoire de mon fils. Voilà, et ben, je vais vous souhaiter une belle mise en œuvre de tout ça. Mais avant, voilà, on a promis un petit temps de questions-réponses. Donc, je vais voilà, revenir vers vous et puis voir quelles sont les principales questions résumées par Raimé ou Claire. Ouais.
Alors, merci beaucoup Lydie pour toutes ces informations lors du webinaire. Bah, déjà, merci beaucoup à tout le monde. Lydie, elle a touché quand même pas mal des sujets qui sont présentés dans plusieurs de nos formations. Il y a eu plusieurs questions au niveau de la régulation émotionnelle pour Mhm. des enfants. Est-ce que tu aurais des conseils ou des guides un peu pour les parents qui Oui, en ont pour la régulation émotionnelle et notamment lorsque les enfants ils vont se tromper quand ils font des exercices? dans leur régulation émotionnelle. Alors, la difficulté, oui, pour des enfants, au départ, ben, ça va être voilà, d'identifier leurs émotions et c'est pas simple parce que c'est parler de perception interne. Donc, le premier, voilà, je vous donne les grandes lignes, hein, mais après aussi, on a bientôt une formation en ligne hein, qui va être mise en ligne sur le sujet. Ou autrement, voilà, dans les établissements médico-sociaux, c'est une formation qu'on donne aussi. Mais la première stratégie, ça va d'apprendre à identifier les émotions chez les autres. Donc, à travers la lecture des visages, du corps, hein, voilà, de nommer ses émotions. Voilà. Et en parallèle, l'accompagnant va pouvoir aussi nommer l'émotion de l'enfant. Donc là, il faut bien travailler avec le parent qui, eux, en général, savent bien repérer quand l'enfant est heureux, joyeux, etc. Et lui dire, ah, je vois que tu es dans tel état émotionnel, plutôt que de le laisser se tromper. En parallèle, il va falloir travailler sur la capacité de l'enfant à nommer ses perceptions internes. Donc on peut, par exemple, voilà, le faire courir vite, sentir son cœur accélère, se poser, on écoute que le cœur ralentit, sentir le chaud, sentir le froid, sentir un muscle tendu, un muscle relâché. Voilà, toutes ces perceptions internes et on va dire après de co-réguler ses émotions avec lui, hein, de travailler sur quelles sont les différentes stratégies qui peuvent faire qu'il s'apaise, des stratégies sensorielles, des stratégies physiques, après des stratégies cognitives, voilà, de rechercher tout ça. Et petit à petit, voilà, on va lui apprendre à gérer ça petit à petit. Mais d'abord, identification des émotions, apprendre à capter ses émotions, ses perceptions internes, co-réguler les émotions. Et après, petit à petit, on va vers l'autorégulation des émotions. Voilà. Je résume hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est ça. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont positifs. Donc, merci beaucoup d'être venu à cette module de formation. N'hésitez pas à écrire sur les réseaux ce que vous avez pensé de cette formation. Et puis, pour le replay, nous allons vous les mettre à disposition bientôt. On communiquera sur les réseaux de la façon comme vous allez recevoir le replay. On a aussi quelques petites questions. Il y a quelqu'un qui demande si c'est possible de proposer une formation pour préparer l'enfant pendant les vacances scolaires. Ah, voilà, bonne idée aussi, hein, voilà, de proposer. Bon, on pourrait faire un webinaire, voilà, sur les vacances scolaires. Tout à fait, une bonne idée. C'est ça. Et on a aussi comment capter ses émotions en étant parent TSA. Alors, oui, c'est-à-dire que quand l'enfant a appris, voilà, c'est top. Alors, un parent qui a un TSA et qui a des difficultés, voilà, à percevoir ses émotions, peut-être que, voilà, le parent pourrait aussi, alors, j'ai deux idées, hein. Aller travailler avec une psychologue peut-être spécialisée en acte, qui est la thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Voilà, pour faire un travail là-dessus personnel. Comme j'ai dit moi-même, je trouve que mon fils m'a beaucoup appris là-dessus parce que, comme je disais, on nous enseignait pas ça, nous, à identifier, réguler nos émotions, hein. Maintenant, ça commence à arriver à l'école et c'est vraiment une chouette évolution. Mais voilà, donc du coup ça, et puis après, ben, de faire les mêmes exercices qu'on va proposer pour l'enfant, petit à petit, et d'apprendre avec lui. Voilà. Et le parent TSA ira forcément un peu plus vite. Voilà. Et il va apprendre en même temps que l'enfant. Ça, j'ai plusieurs fois vu comme ça des causes d'apprentissage très chouettes, hein, ou aussi, par exemple, des parents analphabètes qui ont appris à lire avec leur enfant, des parents étrangers qui apprennent une langue étrangère avec leur enfant. Donc, après, j'ai pas expérimenté l'apprentissage des émotions auprès d'un parent TSA avec son enfant, mais ça me paraît une piste, peut-être une idée à explorer, en tout cas. Voilà, donc soit de l'apprendre avec son enfant ou alors une psychologue spécialisée en actes. Eh ben, merci beaucoup, Lydie. Nous n'avons plus d'autres questions.
les gens ils te disent merci. Merci pour ces Ben, webinaires. merci aussi Faut pour faire votre un peu présence. C'est très chouette. Ça va nous donner envie de refaire. Et puis, ben, je retiens l'idée, là, peut-être, oui, de quelque chose. Alors, peut-être pas ben, là, parce qu'on a un planning très chargé, mais tu vois, qu'on prévoit ça avant la Toussaint, peut-être Absolument. comment s'organiser pour les vacances. Absolument. Ça peut être Donc, une bonne merci idée. beaucoup à tout le monde. Et puis, on vous fera parvenir les ressources de la formation les plus tôt possible. Merci beaucoup. Merci à vous tous et belle soirée. Bonne soirée. Au revoir à tous.